Bonjour, merci à tous d'être venus pour cette rencontre hommage à Maurice Audin. Maurice Audin, donc professeur de mathématiques à l'université d'Alger, militant du Parti communiste algérien, militant anticolonialiste qui a été arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger par l'armée française. Alors qu'il était chez lui, qui a été conduit dans un immeuble en construction d'Albillard pour être torturé et qu'on n'a plus jamais revu vivant. Il avait 25 ans et c'est le seul Européen à avoir été ainsi arrêté et torturé et qui a disparu dans les mains de l'armée française, même s'il y a eu évidemment des centaines d'Algériens qui ont subi le même sort. Et plus de 60 ans après sa disparition, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il y a eu différentes hypothèses qui ont été établies, qui ont été soulevées, mais la seule certitude, c'est qu'il a été tué par l'armée française. Et donc voilà. Et l'armée française n'a jamais donné de version qui soit conforme à la réalité. Donc avec moi, Michel Audin, professeur de mathématiques à l'Institut... Ah, vous y êtes plus. Donc, ancienne professeure de mathématiques, membre de l'Olipo, qui a été créé par Raymond Queneau et qui a écrit de nombreux ouvrages remarqués, dont un très bel ouvrage sur son père, Maurice Audin, qui s'appelle Une vie brève, qui est paru aux éditions Gallimard en 2013 et qui est maintenant disponible en folio. Alsa Kadri, qui est historien, spécialiste du Maghreb et des relations Maghreb-Histoire et professeur émérite, et qui avait signé notamment l'appel des 171 en 2014 pour appeler à la vérité sur la mort de Maurice Audin. Et Cédric Villani, mathématicien également, comme Michel Audin et comme Maurice Audin, qui a eu la médaille Fields en 2010, qui est maintenant député de La République En Marche pour la 5e circonscription et qui est aussi président de l'Essonne, et qui est aussi président du jury du prix Maurice Audin. Voilà. Donc je vais d'abord passer la parole à Michel Audin pour évoquer devant vous la vie brève de Maurice Audin. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Donc, je vais juste vous évoquer un peu la biographie de Maurice Audin. Donc, si vous voulez des détails, il y a ce livre dont Nathalie a parlé. Je vais commencer bêtement par la date de naissance. Donc, il est né le 14 février 1932 à Béja, en Tunisie. Pourquoi en Tunisie ? Parce que ses parents étaient en Tunisie. Pourquoi ses parents étaient en Tunisie ? Parce que son père, donc mon grand-père, était gendarme français et qu'il avait été envoyé en Tunisie dans les perspectives politiques que la France menait en Tunisie à ce moment-là. Pourquoi ils se sont retrouvés là ? Donc mes grands-parents étaient, les parents de mon père son père venait d'une famille d'ouvriers lyonnais, sa mère venait d'une famille de paysans, disons colons algériens, mais d'origine française. Et puis ils se sont rencontrés. Elle était femme de chambre, il était à l'ordonnance du capitaine. Qui était le mari de la dame dont elle était la femme de chambre. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont mariés, et ils ont eu des enfants, dont quelques-uns sont morts, comme les bébés mouraient à l'époque, et dont mon père, qui est né donc en 1932 à Béja. Alors après, la politique de la France en Tunisie a un peu changé, parce qu'il y a eu le Front populaire. Et les gendarmes français ont été rappelés en France. Donc la famille de mon père, avec mon père en particulier, est allée vivre à Bayonne. Donc la photo qui est sur le livre, c'est une photo qui a été faite à Bayonne. Puis après, il y a eu la guerre, donc mon grand-père, évidemment, a fait la guerre, et puis après, il a été démobilisé en 40, et puis, tout le monde s'est retrouvé en Algérie, et c'est à partir de là que mon père a vécu en Algérie, donc je vais parler de ses études.
Ce que j'essaye d'expliquer, c'est une vie assez courte, c'est 25 ans, mais il y a quand même des choses à raconter, donc je vais essayer d'en raconter quelques-unes. Comme il était fils de gendarme, il a pu être envoyé dans une école d'enfants de troupe, ce qui était une façon possible de faire des études à l'époque quand on venait d'une famille assez pauvre. Et donc il a été dans une école militaire à Alger, enfin pas à Alger, en Algérie, pardon, pendant un moment, puis en France, pour les classes de lycée de seconde et première, à Autun, en Bourgogne. Ce qui, quand on était un gamin qui venait d'Algérie, devait être assez dur, au moins climatiquement, sans parler de l'ambiance militaire à l'époque. Donc il a été élève à Autun en 47-48. En 47 en particulier, c'était un moment, une expérience qui a dû influencer sa formation politique et son évolution politique, parce que d'abord c'était militaire, et puis en 47 en France il y avait des grandes grèves dont vous avez sans doute entendu parler. Et parmi les gosses qui étaient dans cette école militaire, il y en avait beaucoup qui ne rêvaient que d'un truc, c'est qu'on leur donne un fusil pour aller tirer sur les grévistes, ce qui a dû accélérer la formation politique de mon père. Il n'a pas beaucoup aimé cette école apparemment, et il est retourné, ses parents ont accepté de le retirer de l'école pour qu'il aille faire sa terminale, Matélème, comme on disait à l'époque, à Alger. Donc il est rentré dans sa famille et puis il a continué ses études à Alger. Il a fait donc des études de mathématiques à l'université d'Alger. Ça s'appelait la faculté d'Alger à l'époque. C'est là qu'il a rencontré ma mère, qui est dans la salle. Et bien voilà, ils se sont rencontrés, et puis ils faisaient tous les deux des études de mathématiques. Et si je continue sur le parcours, la formation, disons, universitaire, intellectuelle, donc il a décidé de faire des mathématiques, de devenir mathématicien, et il a commencé à faire une thèse avec un mathématicien français qui enseignait à l'université d'Alger, qui s'appelait René de Possel, et qui était un des membres fondateurs du groupe Bourbaki, dont vous avez peut-être entendu parler. Sinon, c'est pas grave, on oublie le groupe Bourbaki. Et donc, il a obtenu un poste d'assistant à l'université, donc pour faire cette thèse. Il avait à peu près terminé cette thèse fin 56, quand il est allé à Paris pour rencontrer des mathématiciens français et pour organiser son jury de thèse et pour discuter notamment avec Laurent Schwartz, qu'il a rencontré à ce moment-là à Paris. Ce qui fait que Laurent Schwartz a décidé de le considérer comme un de ses élèves. Et je ne vais pas raconter ce qui se passe après, mais ça a joué un rôle important dans l'histoire de ce qui s'est passé après la disparition de Maurice Audin. Voilà. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est de la politique, de la formation politique. J'en ai dit un mot à propos de l'école d'Autun. Une autre chose qui a contribué, je pense, à la formation politique de Maurice Audin, c'est la famille de sa mère. Donc, ma grand-mère venait d'une famille de paysans de la Mitidja, qui étaient des colons. Elle venait d'une famille assez pauvre, puisqu'elle a été placée comme femme de chambre quand elle avait 14 ans. Néanmoins, dans cette famille, c'était des colons, et ils avaient des ouvriers agricoles qui traitaient, comme on traitait les ouvriers agricoles arabes ou berbères à l'époque en Algérie. Et je pense que ceci a contribué à la formation politique de mon père. C'est quelque chose qu'il n'a pas accepté, disons. Donc, il y avait un fort sentiment, anticolonialiste. Avec ça que ma mère était membre du Parti communiste algérien quand il l'a rencontré, donc fatalement, il s'est retrouvé au Parti communiste algérien qui luttait à l'époque pour l'indépendance de l'Algérie et contre le colonialisme. C'était ça la bataille. Qu'est-ce que je peux dire encore ?
alors bon, je vais pas vous raconter. Donc bon, je pense qu'Aïssa Kadri va vous parler vraiment de l'histoire. Je peux dire, il a été arrêté. Donc il avait une activité. Le Parti communiste algérien a été interdit depuis 1956. Il avait une activité qui était une activité, disons, plutôt de propagande ou d'essayer d'aider et cacher les clandestins. Bon, voilà, il se trouve que un des clandestins qui était recherché par l'armée française était caché par mon oncle et ma tante. Il est tombé malade. Mais mon oncle et ma tante ont eu on ne savait pas trop quoi faire, donc ils l'ont amené chez mes parents. Là, on a fait venir un médecin qui était un médecin communiste. Et puis, ce médecin, ensuite, a été arrêté. Et sans doute, il a parlé. Il a été torturé. Et sans doute, il a parlé. Et puis, il a dit... Enfin, c'est pas sans doute, parce qu'il a raconté lui-même. Il l'a dit lui-même. Hein, et donc, il a dit où il avait soigné ce communiste algérien. Et c'est comme ça que les paras se sont retrouvés chez nous. Voilà, donc il a été arrêté le soir, le 11 juin 1957, et puis voilà. Et puis pour moi, l'histoire s'arrête là. Tout ce que j'ai à dire de l'histoire, ça s'arrête là. Donc Aïssa Kadri va nous parler de l'affaire Audin, pour reprendre le titre du livre de Pierre Vidal-Naquet, paru en 1958. Merci Nathalie, bonsoir. Je dois dire... l'honneur et l'émotion de... Pardon ? Ah oui. Bonjour. Je dois dire donc l'honneur et l'émotion de parler de Maurice Audin, de l'affaire Maurice Audin. Et je remercie Coup de Soleil et Georges Morin de m'avoir invité à cet hommage. Tout en disant que je ne suis pas historien, je suis plutôt sociologue, socio-historien, où j'ai fait de l'histoire sociale, mais j'ai travaillé sur les instituteurs, etc. Mais tout au moins, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne, et particulièrement de la période qu'on traite aujourd'hui, et de l'année 57. Je vais cependant tenter, à partir de certains travaux de jeunes historiens, historiennes surtout, depuis ces derniers temps, et je vais en citer quelques-unes, de dire ce que l'on sait de la disparition de Maurice Audin. Au préalable, je dois dire que Maurice Audin est au cœur de l'Algérie. Il est au cœur d'Alger. Il est dans la place centrale d'Alger, à la place Maurice Audin. Tout le monde connaît, toutes les personnes qui sont passées par Alger connaissent cette place. Et cette place a été dénommée place Maurice Audin, même s'il a été inauguré par Hollande. Elle a été donc renommée place Maurice Audin. C'était la place Maréchal Lyautey le 4 juillet 63, c'est-à-dire un an après l'indépendance. Un an après l'indépendance. Alors, on ne sait pas trop qui l'a dénommé. Je pense que c'est le gouvernement Bembella avec le maire d'Alger qui était Mantouri de l'époque, et qui ont décidé donc de donner le nom de la place Maréchal Lyautey à Maurice Audin. Audin, donc au-delà de la personnalité du jeune militant, c'est pour les Algériens un lieu de mémoire. Et ce lieu de mémoire, visité par les chefs d'État français, Hollande, Macron, etc., n'a pas permis de restituer la vérité historique du côté français, ni de restituer du côté algérien pleinement leur place aux Algériens européens, qu'on appelait les Européens d'Algérie, dans leurs engagements pour l'indépendance algérienne. Donc des deux côtés, il y a une certaine, disons, occultation de cette place. Ce lieu de mémoire dit quelque chose en sourdine de l'histoire de ces Algériens, dits européens et juifs, qui se sont engagés contre toutes les injustices, à côté de ce qu'on a appelé les indigènes musulmans ou les musulmans d'Algérie. C'est une histoire donc qui est sinon tue, du moins toujours discrètement évoquée à l'occasion du décès de l'un ou de l'autre survivant, sans que leur place ne trouve une reconnaissance complète de leur engagement. Du moins en Algérie, c'est à l'occasion des décès et des retrouvailles au niveau des cimetières qu'on se souvient qu'il y en a eu qui ont
aidé à l'indépendance algérienne, qui ont soutenu, qui sont engagés pour l'indépendance algérienne. Pour beaucoup de jeunes Algériens, Oudin, c'est plus une place au centre d'Alger, et ensuite, vaguement, pour certains autres, et notamment même, voire les générations anciennes, un martyr de la Révolution. On peut dire, Oudin est un martyr. Il est donc emblématique de celles et ceux nombreux qui ont choisi la voie de la justice, celle de la fraternité, de l'égalité, de la liberté, souvent disparus avec leurs compatriotes musulmans dans les mêmes circonstances, comme par exemple, et tout à l'heure Nathalie faisait allusion aux instituteurs donc assassinés par les commandos OS le 15 mars 62 à Château-Royal à Ben Aknoun, et je cite les trois Européens, Robert Aymar, Marcel Basset, Max Marchand, trois Algériens, Mouloud Ferraoun, Salah Daoudia et Ali Hamouten, donc assassinés à 4 jours du cessez-le-feu. Et d'autres personnalités qui ont disparu dans le même contexte, notamment Ali Boumedjel, Arbi Ben Mehdi et j'en passe. Maurice Audin donc est ainsi le symbole même des apories, des contradictions, des blocages, des autismes qui caractérisent les rapports franco-algériens. Ainsi, la vérité historique sur son assassinat sera un moment fort, un moment clé, me semble-t-il, dans le dépassement de ces blocages et un pas vers la reconstruction de relations franco-algériennes apaisées. Parce qu'il représente la part emblématique de la France des droits de l'homme que beaucoup d'Algériens séparés d'instinct de la France coloniale. Parce qu'il lie et interroge par sa mort les deux pays à travers les non-dits de cette guerre qui a pris par certains côtés les caractéristiques d'une guerre civile. Cette vérité historique permettra par ailleurs d'avancer sur le dossier de milliers de disparus algériens, notamment pendant cette dite bataille d'Alger, ceux disparus dans la bataille d'Alger, qui sont autour de 3000 à 3200 Algériens disparus en 1957. Un certain nombre d'éclairages portés surtout par des témoignages jusque-là. Les archives du ministère de la Défense n'ayant pas permis en leur état d'avancer sur cette connaissance, des témoignages donc ont permis de savoir un peu plus sur cette disparition lors de cette funeste journée du 11 juin 1957, et les derniers développements laissent penser que les choses évoluent vers une reconnaissance de l'assassinat du jeune militant. Que sait-on aujourd'hui de cette histoire sur le plan historique? Je dirais pas grand-chose sur le plan de l'histoire, seulement des témoignages, toutefois de première main. On le sait, Maurice Audin est arrêté chez lui le 11 juin 1957 au cours de ce qu'on a communément appelé la bataille d'Alger. Il décède à une date inconnue à ce jour. Le lendemain, le 12 juin, c'est au tour de Henri Alec d'être arrêté, torturé par les parachutistes au CTT, Centre de triage et de transit d'El-Biar, où il y est interné près d'1 mois. Par Henri Alec, on sait que Maurice Audin a été détenu au CTT d'El-Biar. Dans son ouvrage La Question, il évoque une longue rafale de mitraillettes qu'il entend alors qu'il s'apprête à quitter le lieu. Il pense qu'il s'agit de son ami Maurice Audin, mais sans en avoir la certitude. Selon Paul Ossarès, Maurice Audin était bien au CTT d'El-Biar. Dans un document diffusé en exclusivité dans le Grand Soir 3 du mercredi 8 janvier 2014, le général Paul Ossarès avoue au journaliste Jean-Charles Degnaud, qui le reprend dans son ouvrage, qu'il a donné l'ordre de tuer Maurice Audin. Nathalie Funès, ici présente, a révélé que le colonel Yves Godard a écrit dans des carnets déposés à l'université de Stanford, Californie, qu'Audin a été tué sur ordre par le sous-lieutenant du 6e RPC, Gérard Garcet, qui était au début de 1957 l'officier d'ordonnance du général Massu. Le général Maurice Schmitt, présent à Alger à partir du 4 septembre 1957 comme commandant du 3e RCP proche de Massu, écrit dans son livre Alger été 1957, une victoire sur le terrorisme, nomme Maurice Audin dans la phrase suivante. Il est clair que Boumedjel, Maurice Audin et l'Arbi Ben Mehdi auraient dû être traduits devant un tribunal. C'est-à-dire, il les somme dans la disparition. Nous avons là un faisceau de témoignages d'importants acteurs de premier plan. Quant au contexte historique, il est bien connu grâce à de nombreux travaux historiques de Raphaël Branche, Sylvie Thénault, Fatima Beznassi Lonkou,
François Nadira, Gilles Manseron et d'autres jeunes historiens et historiennes, Nathalie Funès ici, oui, même si tu as fait un peu d'histoire, que je ne pourrais tous citer ici. Les historiens, cependant, manifestent des difficultés à repérer les disparus de la bataille d'Alger qui sont nombreux. Le nombre d'arrestations est exceptionnellement important pendant l'année 57. En quelques mois, de janvier à juin 57, des milliers de suspects sont arrêtés. Plus de 3200 d'entre eux disparaissent définitivement. Ces hommes et ces femmes arrêtés par des militaires ne sont pas déférés devant la justice, mais d'abord enfermés dans des camps connus sous différentes appellations. Je renvoie au travail de Fatima Besnassi Lankou sur le CICR et la guerre d'Algérie. Ce sont les centres de groupement, des centres de transit, des centres de tri, des camps dits de triage, des centres de triage et d'hébergement provisoire, des centres d'interrogatoire. Il y en avait près de 200 en Algérie, répartis sur tout le territoire. Ils sont directement rattachés aux 4 corps d'armée. Alger, Constantine, Oran, territoire du Sud. Près d'une trentaine se trouvent dans l'Algérois et dépendent du corps d'armée d'Alger. El Biar, où Maurice Audin a été présenté, en faisait partie. Dans la question, Henri Alleg le nomme centre de tri, alors que c'était un CTT. Que sait-on d'El Biar, de ces CTT dont fait partie, que sait-on, pardon, de ces CTT dont fait partie El Biar où a disparu Maurice Audin? Improvisé progressivement par les militaires sans qu'il soit possible de les compter ou de les dater avec précision, les CTT répondent à des besoins d'ordre militaire. Ils permettent de détenir temporairement des personnes suspectées de soutenir le mouvement indépendantiste ou des membres de l'ALN arrêtés dans des combats militaires. Théoriquement, ces personnes sont ensuite présentées à la justice, alors que ces camps existent dès les premières années. Il faut attendre le 11 avril 57 pour que Robert Lacoste leur donne une existence légale par un décret dans lequel il délègue au préfet son pouvoir d'assignation à résidence en leur permettant de la subdéléguer aux autorités militaires. Si l'on revient à la thèse de Fatima Besnassi Lankou sur le CICR, que disent les archives du CICR? C'est important de le savoir parce que ce CTT d'El Biar n'existait pas, du moins officiellement. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, l'arrêté de Robert Lacoste n'a pas permis d'assainir la situation et continue après 57 à échapper à leur contrôle et au contrôle des autorités civiles. À l'époque des faits, juin 57, le CICR effectuait sa 4e mission, mai à juillet 57, sur le territoire algérien pour contrôler les conditions de détention des prisonniers. Avant de commencer leur visite, les délégués étaient censés recevoir la liste exacte des prisons et des camps détenant des prisonniers liés aux événements. Sur la liste des lieux qu'ils reçoivent, du responsable militaire du gouvernement de l'Algérie, le CTT d'El Biar n'y figure pas. En décembre 57, alors que les délégués effectuent leur 5e mission, les délégués découvrent sur la liste remise par le gouvernement général le CTT d'El Biar, c'est-à-dire après l'événement, c'est-à-dire la disparition d'Audin en juin 57. Ils le visitent et le contrôlent, mais il est trop tard pour l'affaire Maurice Audin. Ils découvrent alors que les militaires leur cachent de nombreux autres lieux d'internement. Les exemples retrouvés dans les rapports sont nombreux, notamment le CTT de Ben Aknoun en région d'Alger, qui leur est caché, jusqu'à la fin de la guerre. Le CICR fera le même constat. En août 59, le CICR mesure l'étendue et il écrit « Il y aurait d'autres centres et camps dans cette région dont les préfectures ignorent l'existence, même pour la simple raison que les détenus y sont gardés par des unités militaires. Ce qui est certain, c'est que la situation ne fait que se détériorer. » Pourquoi les militaires n'ont-ils pas permis au CICR de contrôler le CTT d'El Biar lors de la mission de mai à juillet 57? L'hypothèse qui semble la plus plausible pour les historiens est que le centre d'El Biar se servait également de centre d'interrogatoire et de torture, ce qui n'est pas le cas des autres CTT, ce qui n'était sans doute plus le cas en décembre, lorsque les délégués du CICR le visitent. Seuls quelques individus y sont internés. On observe ainsi que le CTT d'El Biar
a été sciemment caché aux délégués du CICR entre avril et juillet 1957. Autrement que les archives du CICR, il faudrait pouvoir peut-être avoir accès aux archives militaires sur ces centres, ce qu'on n'a pas pour le moment. Les Algériens, donc, comme les Français, ont besoin de savoir, au-delà des actes politiques de reconnaissance, et les dernières interventions présidentielles laissent augurer des reconnaissances sur des points aveugles ou oblitérés de la guerre, il y a, me semble-t-il, plus que jamais nécessité d'ouvrir les archives et de permettre et d'accompagner un travail croisé d'historiens des deux rives pour un dépassement de l'antagonisme des mémoires, voire d'une guerre de mémoire, toujours là, vers des mémoires partagées. Cela appelle à des approfondissements de recherche historique partagée, à ce que des deux côtés de la Méditerranée, les jeunes générations se saisissent de cette histoire pour l'objectiver. Au-delà de la vérité des faits dans le cas présent, et il y a nécessité d'avoir les faits, hein, et ça transparaît à travers les témoignages. Je pense que si on va plus loin dans les archives, ce sera assez aveuglant. Donc au-delà de la vérité des faits, l'enjeu majeur pour parvenir à un apaisement du contentieux mémoriel entre la France et l'Algérie est d'écrire une histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie en prenant en compte les interactions existantes entre la société française et la société algérienne, dans le cadre, non pas d'une guerre de mémoire, mais d'une histoire partagée, d'une histoire connectée des mémoires de la guerre d'Algérie. Je vous remercie pour votre écoute. Donc maintenant, je passe la parole à Cédric Villani, qui a eu un échange avec Emmanuel Macron, justement, sur l'affaire Maurice Audin, et dont vous allez nous parler. Merci. Merci pour cette occasion. Je suis moi aussi honoré de participer à cette table ronde, et je vais replacer la conversation que vous évoquez dans un cadre plus général de la suite de notre devoir pour la mémoire de ce qu'on appelle l'affaire Maurice Audin. Maurice Audin, comme ça a été bien décrit dans les précédentes interventions, c'est un humain hautement symbolique à plusieurs titres et qui appartient à plusieurs familles, si l'on veut. D'abord, bien sûr, hautement symbolique des événements d'Algérie, des blessures qui ont été mal refermées, et pas seulement pour les disparus, pour ceux qui ont été directement dans le conflit, mais aussi pour toute une partie de la France dans un événement qui a été souvent occulté, dans lequel pendant très longtemps on ne pouvait même pas officiellement parler comme d'une guerre. À titre personnel, je suis fils de pieds noirs, mes deux parents sont nés en Algérie, même si en aucun cas il n'y a eu d'événement aussi tragique dans ma famille que ce qu'on a entendu. Le retour en France a été vécu comme une blessure, et comme tant d'autres, c'est venu avec de l'incompréhension, du rejet de la part des Français, et ainsi de suite. Plein d'autres blessures viennent avec les événements d'Algérie, comme le terrible souvenir des harkis, et bien d'autres. Et quand on va en Algérie, j'ai fait le voyage à 4 reprises, c'est très frappant de voir comme ce souvenir est pesant et paralysant parfois, quand il revient sans cesse dans des cérémonies officielles, à tel point qu'on se dise comment va-t-on faire pour sortir de là et avancer. Donc il y a, à travers le cas de Maurice Audin, tout un pan de notre histoire que nous n'avons jamais été capables de refermer de la façon qu'il fallait. Ensuite, Maurice Audin, bien sûr, c'est le symbole de quelqu'un qui se bat pour ce qu'il estime être juste, et qui se bat pour cela avec un courage qui force l'admiration. Ça a été dit, à 25 ans, franchement, chapeau. Et puis, dans un symbole de fraternité, puisqu'il se retrouve martyr pour une cause qui n'était pas celle à laquelle son origine naturelle l'aurait prédisposé, disons, quelqu'un qui appartient au genre humain avant tout.
Et puis Maurice Audin, c'est aussi un mathématicien, quelqu'un qui croyait dans le pouvoir de la science, du langage universel qui était la mathématique. C'était important pour son œuvre mathématique était jugée suffisamment importante par ses collègues mathématiciens pour qu'il fasse soutenir la thèse en l'absence de l'impétrant. Procédure rarissime et ô combien symbolique. Et selon ces trois axes, il y a évidemment des choses à faire autour de Maurice Audin. Excusez ma voix, je sors d'une pharyngite douloureuse, ça arrive. C'était à son paroxysme précisément il y a quelques jours quand j'étais à Algérie pour une autre commémoration. Et ce sont les aléas du métier dans mon genre de fonction où l'on parle beaucoup. Il y a deux grandes choses à faire, bien sûr, quand on est face à un événement douloureux du passé. L'un, c'est penser les plaies du passé, et l'autre, c'est construire l'avenir. Et il faut à chaque fois travailler sur les deux. Les collègues mathématiciens de Maurice Audin ont tenté de travailler sur les deux à la fois, avec la première mouture du prix Maurice Audin, qui était à la fois un prix mathématique et un prix militant pour la reconnaissance du sort de Maurice Audin. Et on a vu par la suite que c'était une mauvaise idée de faire les deux à la fois. La formule a fait faillite, si l'on veut, quand le prix a été décliné par l'un des récipiendaires, disant qu'il n'avait nulle envie de se retrouver dans une question politique et qu'il était temps de oublier ce qui s'était passé. Et le prix a été rené de ses cendres quand mon collègue récemment décédé, Gérard Tronel, a repris le flambeau et a reconstruit les choses et a travaillé sur la séparation des deux. D'un côté, un prix, qui est un vrai prix scientifique avec aucun adossement politique. De l'autre côté, une association qui milite pour la reconnaissance de l'affaire Audin, de Maurice Audin, du sort de Maurice Audin et pour des excuses. Et les deux, évidemment, étant liés, mais quand on attribue le prix, c'est un prix qui est clairement attribué pour des travaux scientifiques et avec aussi une question d'ouverture et de coopération internationale. Le prix Audin ne venait pas avec une somme d'argent, mais juste avec la possibilité de faire un voyage. 2 lauréats à chaque fois, un lauréat français, un lauréat algérien. Pour le lauréat algérien, un voyage payé scientifique payé en France. Pour le lauréat français, un voyage payé en Algérie. Et prime donnée à la coopération scientifique. La formule a pris continue toujours à fonctionner. Des mathématiciens de haut niveau ont été distingués. Le tout dernier lauréat, côté français, Ngo Bao Chao, qui recevait la médaille Fields en même temps que moi en 2010. Ce qui vous montre que le prix s'est maintenu à un niveau de haute recherche internationale. Et les cérémonies se font à la fois en France et en Algérie, ce qui est à chaque fois l'occasion pour des mathématiciens de se rencontrer de part et d'autre de la Méditerranée. Le montage administratif continue à être en cours de formation. L'Institut Henri Poincaré, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 8 années, a accepté avec enthousiasme d'être l'institut auquel le prix serait adossé. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai présidé jusqu'à aujourd'hui le jury du prix Maurice Audin. Je le préside encore jusqu'à ce qu'on décide si je transmets cette présidence de jury à ma successeur à l'Institut Henri Poincaré ou si c'est encore une autre personne qui prend la présidence. L'essentiel pour nous étant la pérennité du prix et le fait qu'il continue à être attribué dans le même esprit avec lequel il a été refait, à savoir travail pour la science, dialogue universel, coopération entre France et Algérie, mais plus généralement coopération, et puis insister sur la jeunesse, le prix étant attribué en priorité à des lauréats de moins de 45 ans. Extrêmement important pour les raisons qu'on sait. J'en redirai quelques mots sur la reconstruction de la science en Algérie. Maintenant, pour la question de la reconnaissance. Il y a l'association dont je parlais, il y a eu de nombreuses initiatives, il y a eu aussi l'action menée par la famille Audin, menée par feu maître Roland Rapaport, avocat extrêmement impliqué, 60 années durant. Il est décédé tout récemment et c'est incroyable quand on se dit que de telles affaires ont pu
rester, être remué sans arriver à trouver conclusion pendant 60 ans. Pendant longtemps, la version officielle de la France était une réelle version défensive, reprenant la thèse selon laquelle Maurice Audin s'était évadé durant sa rétention, qu'il devait être considéré comme déserteur, et qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Et je vous dis, franchement, évidemment, si c'était pas aussi tragique, ça ferait rire, simplement, tellement cette thèse avait perdu toute crédibilité. Un pas important, très important, a été franchi par le président Hollande, quand pour la première fois, il a reconnu dans une lettre officielle que cette version n'était pas la bonne. Et les mots très exactement dans la lettre de François Hollande étaient « Maurice Audin ne s'est pas évadé, il est mort durant sa détention ». Le président Hollande n'allait pas plus loin, est allé sur la place Maurice Audin, ce qui était un geste symbolique important, s'était entretenu avec Josette Audin également. Et puis, autre chose importante qu'il avait fait cependant, c'était la demande de l'ouverture des archives, qui avait commencé, qui a continué. J'ai eu l'occasion de m'entretenir directement de ce sujet avec Jean-Yves Le Drian, à l'époque ministre de la Défense, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Et puis, il y a eu changement de président, est arrivé le président Macron, qui durant sa campagne a fait un discours très remarqué et qui a lancé une polémique à Alger, la polémique montrant aussi que nous sommes toujours sur des plaies qui ne sont pas refermées et un sujet extrêmement sensible. J'ai eu l'occasion, dans la foulée du discours du candidat Macron à l'époque, de m'exprimer aussi publiquement sur le sujet, de faire une interview au journal Liberté en Algérie, avec qui j'avais été en contact dans le cadre du prix Maurice Audin, et dans certaines des réactions qui ont suivi et dont j'ai été cible, ça m'a montré aussi que c'est un sujet qui reste difficile à aborder en public et une question sur laquelle nous devons définitivement, absolument progresser. J'ai eu l'occasion récemment de m'entretenir directement avec le président Macron. C'était à l'occasion du voyage de la visite officielle en Chine. Et puis j'ai eu l'occasion également de m'entretenir avec Sylvain Faure, responsable des discours du président, pour vous dire maintenant quel est l'état de la situation. En premier, l'État considère que une fois toutes les archives ouvertes, toutes les archives officielles connues, ouvertes, aucun élément définitif, concluant, n'est là pour nous informer sur les circonstances exactes du décès de Maurice Audin. Ce qui ne veut pas dire que les documents n'existent pas, mais simplement que pour l'instant, dans les archives officielles et dans toutes les recherches qui ont été faites par l'État, ils n'ont pas été trouvés. Deuxièmement, le président Macron souhaite aller plus loin que le président Hollande en la matière, en premier lieu pour faire part publiquement de son intime conviction que Maurice Audin a été bel et bien assassiné par l'armée française. En troisième lieu, que les archives resteront ouvertes à tous et que l'État ne souhaite plus donner sa version officielle, ce n'est pas son rôle après tout, mais laisser la parole aux historiens. Ce que vous appelez de vos vœux, travail croisé d'historiens algériens et français utilisant toutes les archives disponibles, c'est exactement ce que le président souhaite. Et ici, il y a quelque chose d'important qui est au-delà de l'affaire Audin en particulier et de l'affaire d'Algérie. C'est pas à un État d'écrire l'histoire, bien sûr. C'est le travail des historiens. On dira évidemment comment décider quel historien s'il y a des versions contradictoires, mais c'est la même problématique qu'en science. Quand un consensus finit par s'établir, quand certains travaux l'emportent sur les autres par leur sérieux, par le travail fouillé qu'ils ont fait, c'est ça la bonne approche, la bonne démarche. Et puis, on va dire que la position, cette intime conviction dont je vous parlais, il y a bien des questions qui demeurent. Par exemple, est-ce qu'on peut
aller au-delà de assassiner et parler de la torture, comme certains témoignages nous le suggèrent fortement. Au-delà du cas particulier de Maurice Audin, il y a le cas bien sûr de tous ceux qui ont été torturés par l'armée française et pour lequel un travail de reconnaissance officielle collectif, si j'ose dire, me semble indispensable à un moment. Et ici, je m'exprime à titre personnel. Évidemment, il y a le cas de Maurice Audin, il y a le cas de tous les autres, dont certains sont morts, sont restés anonymes et qui étaient également d'un grand courage. Et au-delà du cas particulier de Maurice Audin, mais je crois que c'était clair dans votre intervention, il y a le fait d'arriver à s'entendre et à refermer ces plaies. Toutes les nations, sans exception, sont à un moment ou à un autre de leur histoire héroïques ou médiocres en un certain sens. Et les nations se grandissent en reconnaissant les moments où elles n'ont pas été à la hauteur et en reconnaissant, en étant d'autant plus fières des moments où elles ont été grandioses. Je terminerai sur le volet de la reconstruction officielle également. Il y a un dossier auquel est associé Maurice Audin, bien sûr, j'en ai parlé, c'est la thématique et la science. En termes de coopération entre la France et l'Algérie, le chantier scientifique à ouvrir est immense. Les institutions scientifiques algériennes, toutes sans exception, sont en difficulté, et pour certaines en difficulté grave. La démographie algérienne fait que les flux d'étudiants vont être phénoménaux. Les années noires de terrorisme ont décimé une génération de scientifiques. Les liens, les différentes, la gouvernance générale de la science est par moments très ténue, si l'on veut. Et la science, l'Algérie a plus besoin que jamais d'aide pour construire sa science. On le voit d'ailleurs en ce que les demandes de visa d'Algériens pour étudier en France, faire des études en sciences, n'ont jamais été aussi nombreuses. Les accords de coopération sont importants, sont difficiles à construire. J'ai moi-même participé pendant des années à des discussions pour l'établissement d'institutions mathématiques en Algérie, pour l'établissement d'accords de formation, de master par exemple, entre la France et l'Algérie. J'ai vu plusieurs ambassadeurs sur le sujet, certains de mes collègues s'y sont investis très fortement. En France, je pense par exemple à Mohamed Amara, président de l'université de Pau, et il y en a bien d'autres. Le chantier est immense, difficile, mais il en vaut la peine. Et j'espère que là aussi, nous saurons être à la hauteur. Voilà. Je vous remercie. Moi, j'avais juste une petite question à vous poser, Cédric Villani, avant de vous passer la parole dans la salle. C'est à vous poser en tant que politicien et donc ayant accès aux plus hautes autorités de l'État. Vous entendez pas, pardon. Je voulais savoir, au-delà de la reconnaissance, bien sûr, de l'assassinat de Maurice Audin par l'armée française, au-delà de la totalité des archives qui ne sont peut-être pas encore totalement ouvertes, se pose quand même la question du silence des derniers témoins de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre comment l'armée française peut tolérer de la part de ses retraités, de ses membres qui savent des choses sur la mort de Maurice Audin, de continuer à se taire. Donc Yves Comot, par exemple, qui était le chauffeur de la Jeep qui a participé au simulacre de la fausse évasion, est mort il y a 1 an et il savait visiblement des choses. Ossarès est mort aussi en 2013, si mes souvenirs sont bons, juste avant la publication du livre de ses déclarations posthumes. Donc voilà, tous ces gens auraient pu parler et l'armée pourrait aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est possible que l'armée fasse une sorte d'enquête interne ou oblige ces derniers témoins à parler? Beaucoup de choses sont possibles et j'avoue que je ne suis pas familier avec ce qui se passe, ce qui peut être espéré au sein de l'armée, aussi, je veux dire, en tant qu'institution
qui, comme toutes les institutions, a ses propres pratiques en interne, sa vie administrative aussi. Ce dont je peux témoigner, c'est la volonté du gouvernement. Je suis peut-être naïf par certains côtés, mais je l'ai ressenti, sincère en tout cas, là, je parle de plusieurs membres du gouvernement, du président, de faire tout ce qui était possible pour arriver à la vérité sur cette affaire, la reconnaissance et le pardon, et à mettre sur la table le dossier. Sur certains sujets, j'ai parlé tout à l'heure du sujet des harkis, je sais que le gouvernement travaille en ce moment sur la question de quelles actions à faire pour, là aussi, clore ce dossier très très lourd. De façon générale, il y a eu un engagement très ferme que les actions suivront. Je vous parlais tout à l'heure de l'intime conviction, ce n'est pas la fin de l'affaire. Du point de vue le gouvernement est conscient, le président est conscient qu'il y a davantage à faire et également considère que travailler sur ce dossier dans la discrétion, c'est la meilleure façon d'arriver à l'instruire aussi loin que possible. Ici, il n'y a que des promesses, certes, mais c'est un engagement qui a aussi été sur lequel j'ai autorisation à rendre public, engagement du président à aller aussi loin que possible et bien plus loin que c'est le cas maintenant sur ces questions de reconnaissance, de mémoire et de pardon. Mais voilà, juste pour finir, c'est vrai que sur l'affaire Audin, il y a quand même un risque non négligeable que les archives ne disent jamais rien. Et donc là, les dernières personnes qui seraient susceptibles de connaître la vérité et vont mourir. Donc il y a une espèce d'urgence à ce que ces personnes parlent. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas ? Merci. D'abord pour vous remercier d'être tous là. On est très très fiers d'avoir initié cet hommage à Maurice Audin. Voilà, donc je suis moi-même pied noir et je suis constantinois. Nul n'est parfait. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une figure extrêmement importante. Je dis comme je le disais à Charles Anderlin hier, qui était, vous savez, le journaliste franco-israélien. Je disais, vous savez, je lui ai parlé de Maurice Audin. Et je disais, voilà, ce que vous faites, évidemment, il est pas mort, Charles Anderlin, mais il est juif, il est israélien, il est français. Et je dis, vous sauvez aussi l'honneur des juifs et de l'État d'Israël, en vous battant contre les sionistes, contre les gens, contre l'extrémisme juif, etc. Et je trouve que, voilà, Maurice Audin aussi, il a, par sa mort, c'est dramatique, il a remis la France, l'honneur de la France, quelque part un peu debout. C'est des figures comme ça. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que moi j'ai été frappé, je me rappelle après la mort de Pierre Chollet, vous avez connu évidemment la famille Chollet, toute cette famille pied noir de syndicalistes chrétiens qui ont milité pour l'indépendance de l'Algérie. Je connaissais très très bien la famille Chollet. J'ai été très frappé en allant à Alger, dans des familles d'amis algérois, ou même, je suis allé à Constantine ensuite, et notamment, je pense qu'El Watan a joué un rôle extrêmement important, par la curiosité extraordinaire, et ça c'est très réconfortant, des jeunes Algériens pour ces figures européennes ou juives de l'Algérie coloniale, qui ont justement, encore une fois, relevé, qui ont donné une autre image de la France, de la liberté, des gars. Parce que là aussi, ce qui est insupportable, c'est que notre pays, la France, en Algérie, a piétiné ces valeurs essentielles de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, que des gens comme Maurice Audin, pardonnez-moi, et d'autres qui ont eu d'autres engagements sans aller au sacrifice suprême, je dis que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de voir, encore une fois, la curiosité des jeunes Algériens pour ces figures. Voilà, merci.
Bonjour. Juste une question pour M. Villani. Il a dit que le président de la République, M. Macron, compte s'exprimer. Juste, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Est-ce qu'il compte prendre position publiquement ou qu'est-ce qu'il va faire et dans quel contexte et quand c'est possible? Vous savez, c'est bien que vous soyez impatient. Mais dans ce genre de choses, premièrement, il convient d'être discret par rapport à ce qui est dans la tête du président. Ensuite, quelle forme exactement prendront les choses? Il y a beaucoup de possibilités. Ça dépendra du travail d'instruction, du travail diplomatique, de qui va se faire. Je pense qu'aujourd'hui, la forme sous laquelle ça se fera n'est pas définitivement arrêtée. Bonjour, je suis... bonjour. Je suis algérienne et je suis juste de passage. Et j'ai été militante au Parti communiste algérien. Je voulais juste un petit témoignage. Maurice Audin était plus algérien que la majorité des Algériens, comme ses camarades d'ailleurs, Henri Maillot, Fernand Yvetot. Pour ceux qui pensent qu'on les a oubliés ou qu'on ne les reconnaît pas, ils n'ont qu'à venir les jours d'hommage. Chaque année, on est plus nombreux à leur rendre hommage. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de les connaître dans la clandestinité parce que j'étais dans le même parti qu'Henri Alleg, et donc on lisait cette littérature. Mais de plus en plus d'Algériens leur rendre hommage et le reconnaissent. On s'en fout des autorités, on s'en fout du pouvoir officiel. Parce que ces gens-là, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, même si ça a été dit très rapidement par sa fille. C'est un communiste, Maurice Audin, et c'est sa cause, l'indépendance de l'Algérie. Et il est mort à peu près, ou disparu à peu près une année, presque jour pour jour, après la mort d'Henri Maillot. Et voilà. En fait, le déni, il est aussi algérien parce qu'on dénie aux communistes leur patriotisme. Donc, c'est ça qui a fait que les camarades... Il y a eu aussi Raymond Péchard, ils sont si nombreux. Mais on ne les a jamais oubliés, et c'est des Algériens... D'ailleurs, je vous renvoie à la lettre d'Henri Maillot qu'il a adressée à la presse française de la métropole parce qu'il n'avait pas confiance en la presse française coloniale. Voilà, juste pour vous dire qu'ils font partie de nous et on s'est toujours battu pour qu'ils soient plus reconnus. C'est vrai que la place Audin, les gens ne savaient pas, mais de plus en plus de gens savent que c'était des communistes. Et c'est parce que c'était des communistes que c'était leur cause, l'indépendance de l'Algérie. Et d'ailleurs, Henri Maillot disait, en répondant à un Français qui aurait dit « Si j'étais algérien, j'aurais pris le maquis », il lui dit « Eh bien, moi, je suis algérien et ma place est auprès de mes compatriotes pour la libération de ce pays. » Donc la reconnaissance de l'Algérie pour laquelle ils se sont battus, elle est toujours de plus en plus grande. Ils sont de plus en plus reconnus et c'est l'essentiel. C'est d'abord l'histoire qui les reconnaît. Nous, parce que les pouvoirs publics actuels ou passés, ils ne reconnaissent pas ce qui est différent, mais nous, ils sont des nôtres. Et je voulais citer quelques noms comme ça. Henri Maillot, Fernand Yvetot, Raymond Péchard, qui était la camarade aussi de Maurice Audin, qui a été assassinée par l'armée française. Au maquis, elle est morte les armes à la main et quand elle a vu ce qu'ils ont fait, elle s'est rebellée et on l'a assassinée d'après les témoins parce qu'elle était française et elle a défendu les Algériens. Ils ont été toujours... D'ailleurs, la mort d'Henri Maillot, c'était aussi pareil. Ils ont été plus féroces avec lui parce que c'était un Français qui se défend. Enfin, pour eux, c'était un Français, mais lui, il dit il est algérien. Et pour nous, il est algérien. Voilà. Bonjour, alors moi je suis algérienne et française et je suis scientifique. Alors Monsieur Villani, vous parlez de l'Algérie et de la coopération avec l'Algérie. Moi je suis biologiste, je viens d'être à la retraite
Et depuis, je rentre à l'INSERM en 78, j'ai essayé de travailler avec l'Algérie, je ne suis jamais arrivée. Parce qu'en fait, en Algérie, il y a un problème. Il suffit pas d'aller là-bas et d'essayer de monter des projets de sciences ou de recherche avec eux, c'est que là-bas, ils n'ont rien. Et de plus, même le problème de la science, de la recherche, elle n'est pas mise en valeur. C'est-à-dire que les gens qui sont professeurs, enseignants ou chercheurs, ils ont un poste et ça leur suffit. Et donc, il n'y a pas encore, et je le regrette, puisque maintenant je suis à la retraite, je regrette qu'en Algérie, il n'y ait pas cette compétence au niveau des autorités et des responsables dans les ministères, particulièrement celui de l'éducation et de la recherche, de dire que la recherche d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Et ça, j'ai eu beau leur dire depuis 78, vous voyez que ça date pas d'hier, rien. C'est-à-dire qu'à part des beaux discours, les gens vous disent oui, bien sûr que nous allons vous envoyer des étudiants, etc. Je n'ai eu un étudiant algérien en sciences pour faire sa thèse qu'en 2012, 3 ans avant ma retraite. Jusque-là, j'ai fait des formations avec des thèses d'étudiants d'Afrique, d'Amérique du Sud, de l'Inde, d'Oman, de Chine, de Japon, de France, mais d'Algériens, aucun. Alors je vous dis, je sais que c'est très difficile, mais que je suis très contente qu'enfin en France et en Algérie, puisque vous dites qu'en ce moment il y a des coopérations qui vont se mettre en place et des programmes de recherche vont se mettre en place, je vous remercie de cela, parce que moi, j'ai désespéré de l'Algérie et de la France, parce qu'en France, j'avais à me battre contre ceux qui considèrent l'Algérie comme un pays perdu, donc qu'ils étaient dans la nostalgie et ne voulaient pas faire de coopération avec l'Algérie. Et en Algérie, je n'avais personne parce qu'il n'y avait pas de répondant en face. Et aujourd'hui, je fais partie de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. Nous travaillons avec beaucoup de pays. Et je dois dire que l'Algérie commence enfin à s'intéresser à la recherche. Alors je souhaite que la génération future prenne en charge la recherche parce que c'est leur emploi de demain. Il faut qu'ils comprennent qu'en Algérie, comme dans le reste du monde, si on ne fait rien, le dérèglement climatique fera de nous des exilés, des réfugiés, et peut-être même que la notion même d'être humain n'existera plus parce qu'on disparaîtra. Voilà, merci. Je fais un tout petit commentaire par rapport à votre intervention. Évidemment, on sait bien qu'il y a tant de complications dans l'organisation algérienne. Au plan économique et technologique, le fait que l'économie dépende autant du pétrole est un poids énorme parce que ça a incité à toutes les autres filières technologiques à se déliter. Le fait que qu'est-ce qu'on va dire, c'est quelque chose qu'on constate sans arrêt, à quel point dans les traditions d'organisation algérienne il y a souvent des éléments un peu mystérieux. Ça fait partie des blagues récurrentes quand on compare les coopérations avec Maroc ou avec Algérie, et c'est vrai à tous les niveaux. On organise quelque chose au Maroc, on sait toujours très précisément qui commande, et quand on organise quelque chose en Algérie, on ne sait jamais qui commande. On apprend à apprécier, si on veut, cette espèce d'état de fait qui fait que il faut à chaque fois reprendre les avis de plusieurs personnes. Il y a un côté fouillis démocratique peut-être, si on veut. Mais parfois c'est complexe, très très complexe pour monter les choses. Sur des projets de tentatives de collaboration, de coopération, j'ai vu aussi parfois un projet disparaître sans qu'on comprenne pourquoi, justement, par changement de gouvernance, ou un projet stagné. Projet d'institut mathématique porté par quelques-uns de mes contacts à Alger. Ça fait 4 ans qu'ils tentent de sortir de terre. Et à chaque fois, ça se perd dans des méandres administratifs ministériels. Il faut que le ministère du Travail donne son accord pour tel statut de fonctionnaire. Il ne peut donner son accord que si un lieu est d'abord dévolu. Pour cela, il faut que tel autre ministère donne son accord. Ça peut durer très très longtemps. L'Académie des sciences algérienne a été mise en place récemment. L'Académie des sciences françaises a été mise à contribution pour aider au processus. Notre collègue Catherine Bréchignac est allée sur place, a discuté, et ainsi de suite. Une première vague d'académiciens a été élue il y a 2 ans.
dans un contexte compliqué, puisque certains scientifiques, y compris des scientifiques connus en Algérie, ont appelé au boycott de cette première vague de recrutement. Pour dire qu'il y a toujours des complications. Mais enfin, la première vague a été nommée. 2 ans plus tard, ils n'ont toujours pas de locaux, pas de budget, pas de personnel. Un bureau provisoire quelque part. Tout est compliqué. Et c'est le gros enjeu que d'arriver à surmonter ces énormes complications logistiques et administratives. Bien, merci pour vos interventions. Alors, je voudrais revenir quand même sur le sujet et dire combien, pour nous, il est important. Je suis franco-algérienne, militante des deux bords, hein, et combien il est important de connaître la vérité sur Maurice Audin. D'une part, du côté algérien, c'est casser le mythe d'une guerre d'indépendance arabo-musulmane, parce que toute une génération ignore la participation justement de tous ces militants d'origine européenne, militantes et militants, qui ont participé à la guerre de libération nationale. Du côté français, c'est le mythe des bienfaits de la colonisation. Voilà. Parce que vous savez combien les passions ont été soulevées par cet article des bienfaits de la colonisation française en Algérie. Eh bien, il faut vraiment œuvrer pour casser ces mythes-là. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille associer le problème de Maurice Audin au problème des Harkis. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Ça, c'est vraiment... je pense que c'est tout à fait différent. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire, mais ce sont deux choses vraiment différentes. Maintenant, je trouve que la France met beaucoup de temps à reconnaître justement ce qui s'est passé en Algérie. On ne demande pas de repentance. La repentance, d'abord, c'est quelque chose de religieux. On demande simplement que les faits de guerre soient reconnus. Quand le président Macron répond à un jeune en Algérie, un jeune de 27 ans, qui a interpellé le président Macron en lui demandant justement quand la France reconnaîtrait ses crimes, hein, je suis désolée, le président Macron a répondu « Mais moi, je n'ai pas connu la guerre d'Algérie. Je suis désolée, il n'a pas connu aussi la guerre de 1945 et il a reconnu la Shoah. » Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Je vous remercie. Juste un commentaire. Quand j'ai parlé tout à l'heure des Harkis, il n'était pas du tout dans mon but de l'associer à la question Audin. Mais c'est aussi un sujet lié à notre histoire algérienne que nous devons aussi refermer. Et on laisse à Michel Audin le mot de la fin de cette rencontre hommage. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon mot de la fin, mais je vais quand même dire que on a entendu Cédric parler d'impatience, on a entendu Nathalie parler d'urgence. Je vous laisse choisir. Merci à tous.